C'était le réveillon de Noël, il était 19h45 et je me tenais au guichet d'une banque en essayant de ne pas m'effondrer, le sol en marbre me semblait glacial à travers les semelles fines de mes chaussures et les lumières étaient trop vives, trop propres. Trop silencieuses pour un endroit où un homme et ses enfants venaient de tout perdre. Je m'appelle Cédric Valmont, j'ai 35 ans et à ce moment-là, je possédais exactement 12 € en tout et pour tout. Emma tenait ma main gauche si fort que mes doigts commençaient à s'engourdir, elle avait 9 ans et essayait très fort d'être courageuse mais sa lèvre inférieure ne cessait de trembler, tandis que Noé avait ses petits bras enroulés autour de ma jambe droite. Le visage enfoui dans mon manteau parce qu'il n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer, il avait 6 ans et chuchotait sans cesse qu'il avait froid. La plupart des familles étaient rentrées chez elles près de leur sapin de Noël à cette heure-ci, en pyjama avec du chocolat chaud, les enfants attendant le Père Noël, mais nous étions debout dans une banque sur le point de fermer, sans endroit où dormir et nulle part où aller. 2 heures plus tôt, j'avais une maison, une vraie maison avec des chambres et des cadeaux emballés sous le sapin, une maison où mes enfants croyaient encore que le matin de Noël serait magique. Puis leur mère est arrivée avec un autre homme et un camion de déménagement et nous a dit que nous avions 1 heure pour partir. J'essayais de ne pas pleurer en restant au guichet, j'ai fouillé dans ma sacoche de toute façon, espérant que quelque chose, n'importe quoi, pourrait nous aider à survivre à la nuit, mais mon portefeuille était vide à l'exception de 2 billets froissés totalisant 12 €. C'était tout ce qu'il me restait. C'est alors que mes doigts ont touché quelque chose de plastique tout au fond d'une poche que je n'utilisais jamais, une carte bancaire, vieille, rayée, décolorée par des années d'oubli. Ma mère m'avait donné cette carte il y a 6 ans alors qu'elle était mourante, elle l'avait pressée dans ma main dans une chambre d'hôpital et m'avait dit de ne pas l'utiliser à moins de n'avoir plus rien, absolument plus rien. Je me suis approché du comptoir et je l'ai tendu au banquier dont le badge indiquait Thomas Garnier, je lui ai demandé de vérifier s'il y avait de l'argent dessus. Il a regardé la carte une fois, puis une seconde fois plus attentivement, ses doigts se sont figés au-dessus du clavier, la couleur a quitté son visage. Il s'est penché plus près de l'écran puis m'a regardé comme s'il voyait un fantôme avant de baisser la voix pour me dire que je devais le suivre dans son bureau immédiatement, tout de suite. Alors que je le suivais dans le couloir avec mes enfants agrippés à moi, je sentais la peur et l'espoir s'entrechoquer dans ma poitrine, debout là le soir de Noël sans rien, je ne savais pas encore si cette carte nous sauverait mais je savais que ma vie était sur le point de changer. Avant d'être cet homme tremblant dans une banque le soir de Noël, j'étais quelqu'un d'autre, j'étais un garçon qui croyait en son propre talent. J'ai rencontré Roxane Delacroix il y a 17 ans lors d'une petite exposition d'art local à Lyon, j'avais 20 ans et j'étais encore en école de design et l'une de mes illustrations avait été choisie pour être exposée. Je me souviens d'être resté là ce soir-là en faisant semblant d'être confiant tout en espérant silencieusement que personne ne me poserait de questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Roxane est restée devant mon travail pendant un long moment, trop long pour une étrangère. Et quand elle s'est finalement tournée vers moi, elle a souri et a dit quelque chose qui est resté gravé en moi pendant des années, « C'est toi qui as fait ça ? Tu vas devenir quelqu'un d'important un jour. » Personne ne m'avait jamais parlé comme ça auparavant, elle semblait certaine, comme si mon avenir était évident pour elle-même quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Elle travaillait déjà dans l'immobilier, confiante, bien habillée, pleine de projets, et quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle parlait de construire quelque chose de grand et disait qu'elle me voulait à ses côtés quand elle le ferait. Quand nous nous sommes mariés, il me restait 1 an d'études, Roxane a dit que finir l'école n'avait plus de sens, pourquoi perdre du temps et de l'argent alors que je pouvais me concentrer sur nous ? Elle a dit qu'elle s'occuperait de tout et à l'époque, cela ressemblait à de l'amour. J'ai quitté l'école, j'ai travaillé brièvement puis je suis resté à la maison, et quand Emma est née, Roxane a dit que c'était mieux pour la famille, mieux pour les enfants, mieux pour notre image, alors je suis devenu la structure invisible de nos vies. Je gérais les emplois du temps, je faisais durer les courses, je me souvenais des anniversaires, je restais éveillé avec les enfants malades et je me levais tôt pour préparer les déjeuners, j'étais le calendrier, le plan de secours, le filet de sécurité. L'entreprise de Roxane grandissait, des maisons plus grandes, de meilleures voitures, des heures plus longues, chaque succès qu'elle avait reposé sur une vie que je maintenais ensemble silencieusement à la maison, mais quelque part en chemin. La femme qui m'avait autrefois trouvé talentueux a cessé de me voir tout court, et je ne l'ai pas remarqué avant qu'il ne soit déjà trop tard. Roxane n'est pas devenue cruelle tout d'un coup, c'est la partie dont les gens ne parlent pas, c'est arrivé lentement de manière facile à expliquer, facile à excuser, facile à mettre sur le compte du stress, du travail ou de l'argent. Au début, c'était de petites choses, elle a commencé à gérer toutes les finances parce qu'elle disait que c'était plus simple ainsi, elle m'a demandé de la laisser gérer les comptes en disant que les chiffres me stressaient et qu'elle était meilleure à ça, je l'ai cru. Si j'avais besoin d'argent, je devais demander,
non pas parce que nous étions en difficulté mais parce que c'était ainsi que c'était organisé, argent pour les courses, fournitures scolaires, essence, j'expliquais à quoi ça servait et j'attendais. Elle ne disait jamais non, elle s'assurait juste que je me sente mal à l'aise de demander, si j'achetais la mauvaise marque elle faisait une remarque, si je dépensais trop elle soupirait, si je remettais quoi que ce soit en question elle me rappelait que je ne comprenais rien aux affaires. Puis les compliments ont cessé, si la maison était propre elle remarquait la seule chose qui ne l'était pas, si le dîner était bon elle mangeait en silence, si je m'habillais bien elle demandait pourquoi j'essayais tant. Avec le temps, j'ai appris à me faire tout petit, j'ai arrêté de parler d'art parce qu'elle appelait ça un passe-temps, j'ai arrêté de parler d'idées parce qu'elle m'interrompait, j'ai arrêté d'être en désaccord parce que c'était plus facile d'être d'accord, je suis devenu prudent, silencieux. Efficace. Ma mère l'a remarqué avant moi, un soir elle est restée tard après le dîner, Roxane était partie dans son bureau sans débarrasser son assiette, ma mère m'a suivi dans la cuisine et m'a posé une question qui a pesé lourd dans ma poitrine, es-tu heureux? Je lui ai dit oui parce que c'est ce que disent les bons maris, elle n'a pas discuté, elle m'a juste regardé et a posé une autre question, qu'est-ce qu'elle a abandonné pour toi? Je ne pouvais pas répondre, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce qu'il n'y avait rien à dire. Je ne savais pas alors qu'elle observait déjà Roxane de près, qu'elle était déjà inquiète, qu'elle planifiait déjà, je savais seulement que quelque chose dans ma vie sonnait faux et je ne savais pas comment le nommer, et quand on ne peut pas nommer un problème, il finit par vous posséder. Roxane m'a annoncé qu'elle voulait divorcer un mardi soir, comme si elle annonçait un changement de météo, sans avertissement, sans conversation, sans tentative d'arranger quoi que ce soit. Je veux divorcer, Cédric, elle avait déjà un avocat, elle avait déjà les papiers, elle avait déjà décidé à quoi ressemblerait ma vie sans que j'aie mon mot à dire. Au tribunal, je suis resté assis tranquillement pendant que des inconnus parlaient de mon mariage comme d'une affaire commerciale ratée, ils ont décrit mes 15 années à la maison comme un manque de contribution, pas de revenus, pas de carrière, pas d'actifs à mon nom. Le mot inutile n'a jamais été prononcé ce jour-là mais il flottait dans l'air quand même. L'avocat de Roxane a dit que j'avais droit à une pension minimale, il a dit que Roxane avait très peu de revenus personnels disponibles, il a dit qu'il n'y avait pas d'actifs significatifs à diviser. Je me souviens avoir agrippé le bord de la table en essayant de ne pas pleurer, je voulais expliquer à quoi ressemblaient ces années de l'intérieur, les nuits, les sacrifices, la façon dont j'avais tout maintenu ensemble pour que Roxane puisse construire sa carrière. Mais le langage du tribunal ne se souciait de rien de tout cela. La juge a signé l'accord, on m'a accordé un petit versement mensuel et une date limite, j'avais jusqu'à début janvier pour quitter la maison, nous l'avions même mis par écrit. Je suis sorti du tribunal en me sentant engourdi mais en me disant que ça irait, j'avais encore du temps, je trouverais un endroit, je protégerais les enfants du pire, ce que je ne savais pas c'est que Roxane avait prévu autre chose, quelque chose de plus rapide, quelque chose de plus cruel. Et elle a choisi le réveillon de Noël pour le faire. Le réveillon de Noël a commencé trop calmement, Emma et Noé étaient à la table de la cuisine en train de manger des sandwichs quand j'ai entendu un camion dehors, un bruit de moteur profond suivi d'un autre véhicule se garant derrière, mon estomac s'est noué. Roxane n'était pas censée être là, nous avions un accord, janvier, encore 2 semaines. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu son SUV noir, puis j'ai vu le camion de déménagement. Roxane est sortie la première comme si la rue lui appartenait, Maxime l'a suivie, portant des bottes coûteuses et un manteau qui semblait n'avoir jamais connu un véritable hiver, elle ne regardait pas la maison comme si c'était mon foyer, elle la regardait comme un projet. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper, « Qu'est-ce que tu fais là, Roxane? Tu n'es pas censée être là tout de suite. » Elle a souri mais ce n'était pas le sourire que j'avais épousé, il était mince et tranchant, changement de plan, Cédric, mon avocat a trouvé une clause dans l'accord, je peux prendre possession immédiatement si je donne préavis, ceci est ton préavis. Elle est passée devant moi pour entrer dans la maison comme si j'étais un meuble, Maxime l'a suivi sans un mot en scannant déjà l'espace, j'ai senti mes mains commencer à trembler, c'est le réveillon de Noël, ai-je dit, les cadeaux des enfants sont sous le sapin. Laisse-nous juste rester une nuit, une seule nuit. Roxane a ri, tu aurais dû y penser avant de gaspiller 15 ans à être inutile. Emma se tenait à mi-chemin de l'escalier, elle l'a entendu, j'ai vu la chose se produire, quelque chose de petit mais de permanent se briser derrière ses yeux. Noé est arrivé en courant en appelant sa mère, « Maman, tu restes pour Noël ?» Roxane ne s'est même pas penchée, « Non, j'emménage avec Maxime. » « Mais c'est notre maison, » a dit Noé confus. « Plus maintenant, gamin, » Roxane a regardé sa montre, « Vous avez 1 heure, prenez seulement les effets personnels, tout le reste reste ici, » puis elle a fait signe au déménageur d'entrer.
Des inconnus ont traversé ma maison en portant des cartons et des meubles, Maxime leur disait où mettre les choses, ils ne demandaient pas, ils pointaient du doigt. Roxane s'est dirigée vers le sapin de Noël, notre sapin, celui que nous avions décoré ensemble. Noé avait fait un ange en papier à l'école et l'avait placé au sommet. Roxane a tendu la main, l'a arraché et l'a froissé dans sa main. Cette cochonnerie dégage aussi, elle l'a jeté dans la cheminée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je suis monté à l'étage et j'ai emballé des vêtements avec des mains tremblantes pendant qu'Emma aidait Noé à choisir quels jouets emporter. Il demandait sans cesse pourquoi le Père Noël ne saurait pas où nous dormions. Je n'avais pas de réponse. Quand l'heure fut écoulée, Roxane se tenait près de la porte en nous regardant partir. Je portais des sacs, Emma portait Noé. Nous avons laissé derrière nous des cadeaux emballés, des chaussettes de Noël, une vie entière. En sortant dans le froid, Emma s'est retournée une fois. Je n'oublierai jamais son visage. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'avoir peur. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose en moi avait changé pour toujours. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à la banque, de retour sous ces lumières vives avec mes enfants agrippés à moi et l'horloge tournant vers l'heure de fermeture. J'ai tendu la vieille carte au banquier et j'ai attendu. Monsieur Garnier l'a étudiée plus longtemps qu'il n'aurait dû. Il l'a retournée lentement puis a tapé quelque chose sur son ordinateur. Il s'est arrêté, s'est penché plus près, a tapé encore. Son visage a changé, pas de la confusion. Pas du doute, de la reconnaissance. Il m'a regardé et a baissé la voix. Monsieur, s'il vous plaît, venez avec moi. J'ai senti Emma resserrer sa prise sur ma main. Il y a un problème, ai-je demandé. Monsieur Garnier s'est levé rapidement et a contourné le comptoir. Non monsieur, a-t-il dit doucement, au contraire, tout va très bien. Il nous a conduits dans un couloir marqué bureau privé. Les enfants restaient collés à moi comme si le sol risquait de disparaître s'il lâchait prise. Dans son bureau, il a fermé la porte et a tourné son écran pour que je puisse voir. Je ne comprenais pas ce que je regardais, des chiffres, des noms, des dates. Ce compte est lié à un trust, a-t-il dit prudemment. Il a été établi il y a des années par votre mère, Éléonore Valmont. Mon souffle s'est coupé. Votre mère a laissé des instructions, a-t-il continué, des instructions très claires. Cette carte ne devait être utilisée que lorsque vous n'auriez plus rien. Je me sentais étourdi. Elle a aussi laissé un coffre-fort à votre nom, a dit monsieur Garnier. J'ai reçu l'ordre de ne l'ouvrir que si vous veniez en personne avec cette carte. Je me suis assis parce que mes jambes ne me portaient plus. Emma et Noé ont reçu du chocolat chaud d'une guichetière qui souriait comme si elle savait qu'il ne fallait pas poser de questions. Votre mère était très précise, a dit monsieur Garnier doucement, elle voulait s'assurer que vous et les enfants seriez protégés si les choses tournaient mal. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur, il y a des documents, des relevés bancaires, des lettres, des formulaires juridiques. Votre mère a planifié ce moment, elle ne vous a pas laissé sans défense. Pour la première fois depuis que Roxane avait ri de moi dans mon propre salon, j'ai ressenti autre chose que de la peur, j'ai ressenti de la stabilité, j'avais l'impression que quelqu'un avait traversé le temps pour me prendre la main. Peu importe ce qui m'attendait dans ce coffre-fort, je savais une chose avec certitude, ma mère ne m'avait pas laissé rien du tout, elle m'avait laissé un moyen d'avancer. Monsieur Garnier a posé une enveloppe scellée sur le bureau et l'a glissée vers moi. Mon nom était écrit dessus avec l'écriture de ma mère, Cédric. Les lettres étaient inégales, comme si ses mains tremblaient quand elle l'avait écrit. Elle a demandé que vous lisiez ceci quand vous seriez prêt, a-t-il dit, quand vous n'auriez plus rien. Il nous a laissés seuls, la pièce était silencieuse à l'exception du ronronnement du chauffage et de la respiration lente de Noé appuyée contre mon flanc. Emma m'observait attentivement comme si elle comprenait déjà que ce qu'il y avait dans cette enveloppe était important. Je l'ai ouverte délicatement. La voix de ma mère a rempli ma tête alors que je lisais. Mon très cher Cédric, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là et cela signifie que tu as enfin vu la vérité sur Roxane. Je souhaite de tout mon cœur m'être trompé. Ma poitrine s'est serrée. Elle écrivait sur la façon dont Roxane observait les gens, sur la façon dont elle traitait la gentillesse comme une faiblesse, sur la façon dont elle parlait de l'argent comme si c'était un pouvoir au lieu d'une responsabilité. Elle écrivait que 4 ans plus tôt, elle avait commencé à entendre son nom dans des conversations qui la mettaient mal à l'aise, de vieux amis comptables, des avertissements discrets, des chiffres qui ne collaient pas, alors elle avait commencé à faire attention. Elle avait engagé un détective privé nommé Daniel Shaw, elle ne m'avait rien dit parce qu'elle savait que je défendrais Roxane, elle savait que je n'étais pas prêt. Elle a découvert des comptes qui n'avaient jamais été déclarés, des paiements cachés, des propriétés achetées via des sociétés écrans, de l'argent déplacé juste avant les déclarations fiscales. Elle a découvert le plan de divorce avant même que je sache qu'il y avait un problème. Elle écrivait que Roxane payait son avocat sous la table pour influencer le résultat.
que le règlement n'avait jamais été honnête, qu'il était conçu pour me laisser dépendant et effrayé. Mais la partie qui m'a brisé n'était pas la preuve, c'était ce qu'elle a écrit ensuite. « Cédric, tu n'es pas inutile, tu as abandonné ton art, tes études et ton indépendance pour une femme qui ne méritait pas ce sacrifice, cela n'efface pas ta valeur, cela prouve seulement ta capacité à aimer. » Elle écrivait qu'elle avait créé ce trust non pas par vengeance mais par protection, qu'elle avait vendu tout ce qu'elle possédait pour s'assurer que mes enfants ne dormiraient jamais dans la peur. Elle écrivait qu'elle croyait qu'un jour je me souviendrais de qui j'étais, et au bas de la lettre, il y avait une dernière instruction, « Appelle maître Diane Morel, elle sait déjà tout. » J'ai plié la lettre et je l'ai pressée contre ma poitrine, Emma a grimpé sur mes genoux sans demander, Noé a enroulé ses bras autour de nous deux. Pour la première fois depuis le début du réveillon, je ne me sentais pas comme un homme qui avait perdu, je me sentais comme un fils qui avait été soutenu même après la mort. Ma mère ne m'avait pas sauvé en combattant Roxane elle-même. Elle m'avait sauvé en croyant que je serais assez fort pour finir ce qu'elle avait commencé. 3 jours après Noël, je suis entré dans le cabinet de Diane Morel, je portais la seule tenue professionnelle que je possédais encore, c'était étrange d'être assis dans un immeuble de verre surplombant la ville après avoir dormi sur un canapé d'emprunt quelques jours plus tôt. Diane Morel s'est levée quand je suis entré dans la pièce, elle était calme, directe, le genre de femme qui ne gaspille pas ses mots et n'adoucit pas la vérité. « Votre mère était exceptionnelle, a-t-elle dit, et elle avait raison. » Elle a ouvert le dossier et a commencé à lire, la pièce est devenue silencieuse à l'exception du bruit des pages qui tournent. Après 10 minutes elle a levé les yeux vers moi, « Ce n'est pas compliqué, a-t-elle dit, c'est de la fraude, de la dissimulation d'actifs, de la manipulation de tribunal. Et tout est documenté. » Mes mains tremblaient à nouveau mais cette fois ce n'était pas de peur. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» ai-je demandé. « Nous agissons vite, a-t-elle dit, aujourd'hui. » Elle a expliqué en termes simples, d'abord une motion d'urgence pour geler tous les avoirs de Roxane, chaque compte, chaque propriété, nationale et offshore, sans avertissement, puis une pétition pour rouvrir le divorce sur la base de la tromperie et de la corruption. Elle a passé les appels devant moi, au moment où j'ai quitté son bureau, les papiers étaient déposés. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné, c'était Roxane, j'ai répondu et j'ai appuyé sur enregistrer. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle hurlé. « La police était à la maison, mes comptes sont gelés, je ne peux accéder à rien. » J'ai gardé ma voix stable, j'ai dit la vérité, il y a eu un silence sur la ligne assez long pour que je l'entende respirer. « Tu ne sais pas ce que tu fais ?» a-t-elle dit finalement, « Tu es en train de me ruiner. » « Non, » ai-je dit doucement, « tu as fait ça toute seule. » Elle a commencé à crier, des menaces, des insultes, la panique transpirant à travers chaque mot, puis je lui ai parlé des preuves, des comptes, des paiements, de la lettre. On pouvait entendre le moment où sa confiance s'est effondrée. « C'est impossible, » a-t-elle dit, « personne ne savait pour ça. » Ma mère savait. L'appel s'est terminé avec elle jurant et promettant des conséquences. 2 heures plus tard, Diane m'a rappelé. « Maxime est parti, » a-t-elle dit simplement, « il a fait ses valises et il est parti. » Je me suis assis et j'ai fermé les yeux, je n'ai pas ressenti de joie, j'ai ressenti du soulagement, pour la première fois depuis des années son pouvoir se fissurait, et pour la première fois de ma vie je ne demandais plus la permission de rester debout. 2 mois plus tard, je suis retourné dans la même salle d'audience où ma vie avait été démantelée, mais cette fois je ne me sentais pas petit. Diane était assise à côté de moi, calme et concentrée, mes mains reposaient sur mes genoux, stable pour la première fois dont je pouvais me souvenir. Roxane était assise à l'autre bout de la pièce avec un avocat commis d'office, la confiance avait disparu, le tailleur coûteux ne tombait plus comme avant, elle gardait les yeux sur la table comme si lever les yeux pouvait l'exposer. La juge est entrée et la salle s'est levée, elle ne s'est pas pressée, elle a parlé lentement et clairement comme si chaque mot comptait. « Madame Delacroix, vous avez délibérément caché des actifs à ce tribunal, » a-t-elle dit, « vous avez manipulé des dossiers financiers. Corrompu des conseillers juridiques et présenté un faux récit pour dépouiller votre époux de ses droits. » Elle a listé les preuves pièce par pièce, comptes offshore, sociétés écrans, propriétés non divulguées, paiements qui ne pouvaient pas être expliqués. Roxane a essayé de l'interrompre, la juge a levé la main, « Vous ne parlerez pas ?» a-t-elle dit, « Vous avez assez parlé. » Elle s'est tournée vers moi, « Monsieur Valmont, ce tribunal vous a failli lors des procédures initiales, cet échec est maintenant corrigé. Le règlement original a été annulé dans son intégralité, Roxane a été condamnée à payer des restitutions, une pension, des dommages et intérêts. La garde complète d'Emma et de Noé m'a été accordée, tout droit de visite serait supervisé et examiné séparément. » Roxane s'est levée en tremblant, « Ce n'est pas juste, » a-t-elle dit,
il ne mérite pas ça. La juge l'a regardé fixement. Vous avez construit votre vie sur la tromperie, a-t-elle dit, ceci en est la conséquence. Le marteau est tombé, c'était fini. À l'extérieur du tribunal, Diane m'a serré brièvement dans ses bras. Votre mère serait fière, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête parce que les mots ne venaient pas. 3 semaines plus tard, Roxane a été condamnée au tribunal pénal, prison ferme, amende, une fin qu'elle n'avait jamais prévue. Je n'ai pas assisté à cette audience, je n'en avais pas besoin, j'étais déjà sorti libre. La vie n'est pas devenue parfaite du jour au lendemain, mais elle est devenue la mienne. Avec le règlement et le trust de ma mère, j'ai acheté une maison modeste dans un quartier calme, rien d'extravagant, juste sûr, chaleureux, à nous. Emma a choisi une chambre peinte en violet doux et a couvert les murs de dessins. Noé a choisi des dinosaures et des fusées et a insisté pour dormir avec sa porte ouverte chaque nuit pendant un moment, je l'ai laissé faire. Le rire est lentement revenu dans la maison, pas forcé, pas prudent, réel. Une semaine après notre déménagement, je suis retourné à la banque seul. Monsieur Garnier m'a accueilli avec un sourire et a placé une petite boîte sur la table, elle était emballée dans du papier bleu exactement comme ma mère l'avait décrit. Je suis resté assis là un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une photo de moi à 20 ans debout à côté de mon œuvre d'art, les yeux brillants, de la peinture sur les mains, un homme qui croyait qu'il avait le droit d'occuper de l'espace. Sous la photo se trouvait une fine clé dorée, attachée à celle-ci il y avait un mot de la main de ma mère, pour ton atelier. Elle l'avait acheté il y a des années, un petit espace de travail à mon nom uniquement, un endroit que personne ne pouvait me prendre parce qu'il n'avait jamais appartenu à personne d'autre. J'ai pleuré dans la voiture après ça, pas de chagrin, de reconnaissance. J'ai transformé la chambre d'amis de notre nouvelle maison en atelier, j'ai recommencé à peindre lentement au début, puis avec faim, j'ai pris du travail de design, puis d'autres clients sont venus, la confiance a suivi. Un soir, Emma m'a regardé travailler et a dit, « Papa, tu ressembles à toi-même à nouveau. » Elle avait raison. Roxane voulait le contrôle, elle voulait l'obéissance, elle voulait que je sois effacé. Ce qu'elle n'a jamais compris c'est que je n'ai jamais été faible, j'étais juste silencieux, et les hommes silencieux se souviennent de tout. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez petit, invisible ou dépendant, je veux que vous entendiez ceci clairement, vous n'êtes pas inutile, vous n'êtes pas en retard, et recommencer n'est pas un échec. Parfois, la plus grande vengeance est de se reconstruire si bien que le passé ne peut plus vous atteindre. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, s'il vous plaît aimez, partagez et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et à quoi a ressemblé le fait de recommencer pour vous, vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin de votre histoire ce soir.